Eh bien, le rapport de force sur place est moins favorable, bien sûr, que le printemps 2023. Nous sommes au printemps 2024. Les Russes ont renforcé leur présence, le nombre de soldats. Ils n'ont pas encore mobilisé le plein des troupes, il faut quand même le préciser, alors que les Ukrainiens ont mobilisé pratiquement le maximum. Après, il va falloir arracher les enfants à leur mère au plus jeune âge. Pour l'instant, déjà, j'ai des amis à Kiev, donc c'est pas une information pro-russe ou anti-Atlantis, c'est vraiment une information de mes amis à Kiev. J'ai des amis à peu près dans tous les côtés, donc ça me permet des Français qui ont des entreprises en Ukraine ou en Russie, ou en Hongrie, ou en Pologne, des Italiens qui sont universitaires en Ukraine. J'ai aussi des patrons qui sont en Russie. Donc j'entends les deux côtés. Et vous savez, pour avoir une bonne information, il ne faut pas entendre un seul côté. Et quand les deux côtés, vous savez, c'est comme un policier, quand les deux côtés ont la même version, on se dit c'est vraisemblable. Quand il y en a un qui contredit son propre complice ou qui n'a pas du tout la même version, ben, peut-être que la vérité, elle est ni chez l'un ni chez l'autre. Donc voilà, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les Ukrainiens font le maximum pour mobiliser tout ce qu'ils peuvent. On paye 2000 euros le retard de la mobilisation en Ukraine, c'est la corruption, et on va jusqu'à 10, 20, 30 000 euros pour carrément être rayé des listes à vie. Sans parler des 10 millions d'Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine, qui sont allés en Occident pour fuir la perspective de mobilisation. Donc l'image que tous les Ukrainiens sont tous des héros, seules les femmes émigreraient, aucun homme n'a fui le combat. Et je dis pas ça pour les accabler, les pauvres, je les trouve extrêmement courageux, pour dire la vérité. Mais c'est humain, comme en 14, on disait on l'aura les Boches, mais quand même il y avait des désertions. C'est tout à fait humain de tous les côtés. Il n'y a pas des désertions que chez les Russes. Donc pour revenir au propos, les Russes n'ont mobilisé qu'une toute petite partie des gens mobilisables. Ils ne sont pas à 1 million en tout. Et ils peuvent mobiliser minimum 10 millions. Et au maximum, s'il y avait une guerre totale Occident-Russie, les Russes peuvent aller jusqu'à 20 millions de personnes obligées d'aller au combat. Et le gros de ceux qui ne voudront pas du tout le faire sont partis en Russie. Il y a quand même, c'est pas trop compliqué d'aller et de revenir de Russie. Donc c'est pas la Corée du Nord, si vous voulez. Ceux qui sont pas, le gros de ceux qui ont fui le pays, que ça soit l'Ukraine ou la Russie, sont partis. Et quand on voit les forces mobilisables des deux côtés, l'Ukraine est un pays qui a une démographie encore plus faible que la Russie, qui a déjà une démographie très faible. Emmanuel Todd, que je n'aime pas spécialement lire d'habitude, j'avoue, dans son dernier livre, c'est quand même un démographe, c'est là où il est le meilleur, quand il parle des rapports de natalité, c'est quand même extrêmement convaincant. Et Gaston Boutoul, vous savez, le père de la polémologie, donc la science de la guerre pour nos auditeurs, disait que la démographie, c'est ce qui fait l'histoire, c'est la force motrice de l'histoire. Nous, en géopolitique, on dit les représentations ou les rapports de force, mais en démographie, c'est quand même quelque chose de lourd, c'est palpable, c'est scientifique et c'est concret. Donc voilà, les Ukrainiens étaient 44 millions, ils sont probablement aujourd'hui une trentaine de millions d'habitants, maximum 32, 33, donc ils ont perdu minimum 10 millions d'habitants. Ils ont une démographie pire que celle des Russes, leur courbe d'âge est encore plus vieille, et ils ont moins de jeunes à disposition, et comme ils ont été gagnés par les idées occidentales, il n'y a pas le même degré d'embrigadement idéologique qu'en Russie. Certes, il y a ce patriotisme. Le pays qui est agressé développe un patriotisme puissant, et c'est quand on est chez soi qu'on se défend le mieux. Alors ça joue, mais n'empêche qu'il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens qui sont pas uniquement russophones, mais descendants de Russes, et ceux-là, on aura du mal à les mobiliser. Ils ont été assez peu mobilisés, et ils ne vont pas trop chercher à être mobilisés. Donc voilà, les Ukrainiens ont fait presque le plein, les Russes n'ont même pas fait le dixième du plein. Donc ça, c'est des rapports de force importants. En ce qui concerne les armes, les Russes s'adaptent. Vous savez que les Russes, moi j'allais souvent en Russie quand j'étais fonctionnaire, on avait des jumelages avec Krasnoyarsk en Sibérie et la région Île-de-France, on avait des coopérations avec l'oblast, c'est pas la ville, parce que la ville de Moscou était jumelée avec les Hauts-de-Seine. Par contre, l'oblast, la région de Moscou, était jumelée avec l'Île-de-France, et nous y allions régulièrement, et nous avions pu constater ce qu'il se passe vraiment sur le terrain et les mentalités. Et pourquoi je parlais de cette mentalité russe que je constatais dans les années 90? Alors c'est un peu vulgaire, mais qu'est-ce que me disaient mes interlocuteurs?
fonctionnaires français qui travaillent sur la Russie ou français émigrés en Russie ou russes eux-mêmes, y compris de l'administration, ils me disaient ce qui nous caractérise, c'est le bordel. Nous sommes bordéliques, désorganisés. Vous savez, c'est un peu l'irrationalité orthodoxe qui, contrairement à la catholicité, a une foi beaucoup plus irrationnelle, moins thomiste. Et moi, je crois à l'influence des religions sur les peuples. Et quand vous allez en Russie, vous sentez une immense désorganisation. Mais le génie des Russes, c'est un peu comme les Italiens, ils se ressemblent à certains égards. D'ailleurs, ils s'aiment beaucoup entre eux. Le génie des Russes, c'est que dans le bordel, ils sont très forts dans l'improvisation. Le russe, c'est le contraire de l'allemand. Il va faire une très mauvaise planification, mais il va s'adapter et il va mettre les moyens qu'il faut, bon, parfois de manière assez radicale, pour s'adapter à la situation. Ils n'avaient pas de drone au début, maintenant ils en ont. Ils avaient une mauvaise stratégie, des mauvais pronostics, maintenant ils en ont. Ils avaient un mauvais ministre de la Défense, maintenant ils ont un économiste qui connaît très bien tout ce qui est logistique, qui était leur point faible. Si vous voulez, les Russes s'adaptent autant que nous renforçons notre aide aux Ukrainiens. Donc, pour terminer, les Ukrainiens ont de plus en plus d'armes, de plus en plus d'aide. On a débloqué les 61 milliards, dont en fait une petite partie uniquement ira aux Ukrainiens, puisque le gros des 61 milliards, c'est pour renforcer l'industrie américaine. Ça va permettre de renflouer l'industrie américaine qui s'est vidée de ses stocks et qui va devoir reproduire pour la défense américaine. Donc ça, on le sait, on a la répartition 14, 16, 20, etc. Mais en gros, il y a quand même une aide qui a été votée. Macron, qui est devenu le nouveau Churchill de l'Europe, qui en fait, il faut quand même savoir, la France dépense 10 fois moins que l'Allemagne pour l'aide à l'Ukraine. Mais c'est la France qui traite tout le monde de lâche. À Prague, Macron avait dit « ne soyons pas lâches », comme si la France en avait et les autres étaient tous une bande de lâches. Enfin, c'est assez caricatural. Les Allemands n'ont pas très bien pris qu'on les traite de lâches, alors que l'Allemagne, je répète, paye 10 fois plus l'aide à l'Ukraine que la France. Mais Macron a réussi à faire quelque chose de très politique. Un de mes maîtres me disait « en politique, il faut faire croire, il faut dire quelque chose et pas le faire, ou alors faire et pas le dire ». Donc la France, qui fait le moins en nombre de milliards par rapport aux grands pays, rattrape son manque par rapport à l'Allemagne par un discours hyper offensif, chef de guerre, le nouveau Churchill, ne soyez pas lâches, vous êtes tous des lâches, nous on est les seuls à être courageux. Et il a lancé son projet de coalition pour aller former des soldats et des manieurs de missiles et aussi des pilotes. Il veut donner des Mirage 2000-5 à l'Ukraine, après avoir livré des missiles dont il autorise l'utilisation pour frapper en profondeur le territoire russe, certes pas Moscou, comme a dit Biden, parce que Biden maintenant est plus prudent que la France. Macron est plus va-t-en-guerre que l'Amérique, qui elle-même est à l'origine pourtant de ce conflit. C'est assez rigolo. Vous savez, c'est les Européens plus royalistes que l'empereur américain, plus impérialiste que l'Empire. Et donc, c'est vrai que les Ukrainiens vont retrouver plus d'aide, plus de matériel, plus de capacité. Et on peut les comprendre. D'un point de vue ukrainien, ils sont agressés par un envahisseur. Il est normal ça c'est la version de l'Élysée et de l'état-major français, mais c'est compréhensible. Il est logique que celui qui est agressé puisse tirer sur les rampes de lancement de l'ennemi à partir de là où partent les missiles. C'est un peu ce qu'a très bien dit Macron dans son interview, la longue interview fleuve de TF1 France 2 avec des journalistes d'ailleurs assez complaisants. Mais il a rappelé tout ça. C'est vrai qu'il y a une logique. On permet c'est le droit international aussi qui le permet, de se défendre. Le problème, c'est que nous devenons co-belligérants. Ça s'est passé comme une lettre à la poste dans une discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais ça n'a pas fait l'objet d'un véritable vote sur le fait d'entrer en guerre ou pas, et on ne nous le dira pas. On va rentrer en guerre, vous verrez, on ne nous le dira pas, ça va être la cuisson du homard à petit feu, et donc on va dans un engrenage guerrier, et le pire, c'est que c'est même pas pour aider les Ukrainiens uniquement, c'est parce qu'aujourd'hui, pour être bien vu électoralement, pour monter dans les sondages, il faut être un chef de guerre. Donc si on fait le chef de guerre, qu'on reçoit Zelensky, ou comme von der Leyen, qu'on met un vêtement aux couleurs de l'Ukraine, eh bien, en gros, on a l'air d'être churchillien, gaullien, courageux, face à ces lâches munichois, et en plus, ça rejoint la politique intérieure. Macron veut faire cette polarisation. Les horribles souverainistes qui sont des munichois et des pro-russes, c'est tous des agents de la Russie, c'est bien connu, et les centristes et les socialo-centristes ou l'establishment, ce sont des gens, c'est bien connu, très résistants. C'est vrai qu'ils sont connus pour résister, ils n'ont jamais été compromis avec l'islamisme, on le sait, sur l'immigration incontrôlée et la délinquance et les assassinats de Français chaque jour. C'est vrai, on les connaît, ils sont pas du tout munichois, ils n'ont jamais été dans la compromission. Donc voilà l'état des lieux. Ce qui est pire, c'est que
il est bien d'aider l'Ukraine, moi je peux comprendre tout à fait, mais ça ne se fait même pas pour l'Ukraine, ça se fait pour des raisons de politique intérieure. Biden, à la commémoration du débarquement, a utilisé pour la politique intérieure la nazification de la Russie pour en fait nazifier indirectement les Trumpistes qui ne sont pas pro-russes mais qui sont accusés d'être pro-russes. Macron fait pareil. En fait, la politique intérieure démagogique nous mène vers la guerre générale OTAN-Russie. J'espère que c'est que de la com et qu'en fait, ils ne feront pas exactement ce qu'ils diront, parce que la Russie se prépare déjà à nous renvoyer des cercueils de nos soldats. Les sanctions, il se trouve que je travaille là-dessus pour un article universitaire dans le cadre vous savez, des articles qu'on appelle les papers, des communications et les articles universitaires que tout professeur doit faire chaque année. Et je suis stupéfait de ce que je vois. Par exemple, le prochain paquet de sanctions européen, le 14e, va inclure probablement l'aluminium. Or, l'aluminium, si on boycotte l'aluminium russe, ça va renchérir les prix, ça va contribuer un peu plus à ruiner l'industrie européenne, puisque l'inflation des prix des énergies et des matériaux stratégiques, forcément, si on diminue l'offre, le prix augmente. En plus, on sait déjà qui est le concurrent, c'est la Chine qui va nous vendre plus d'aluminium si ce n'est pas la Russie. Pour les sanctions sur le pétrole, on sait qu'elles ont été globalement contournées. On a un embargo quasi total sur le pétrole, à part quelques pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, la Slovaquie, mais il y a un embargo quasi total sur le pétrole. Il se trouve que l'Inde se gave, il n'y a pas d'autre mot, c'est vulgaire, mais c'est le mot. L'Inde, qui est le plus grand raffineur de produits pétroliers, nous revend du pétrole russe qu'elle achète massivement à la Russie, ce qui a compensé la perte du marché européen. Elle nous le revend sous forme de produits dérivés. Donc en fait, on achète du pétrole russe, mais démarqué. Vous savez, c'est comme dans les magasins, les outlets, hein, c'est démarqué, donc c'est moins... Enfin non, dans un outlet, c'est démarqué, donc c'est moins cher. Là, c'est pire, c'est démarqué, mais c'est plus cher. Hein, parce qu'il y a un intermédiaire qui se gave au passage. J'ai un ami qui est trader, donc c'est pas du tout des ragots, hein, c'est un ami qui est à Londres, qui est trader pour la plus grande boîte de trading de produits pétroliers indiens, parce que les Indiens sont les rois du raffinage de produits pétroliers. Il me dit, on s'est jamais autant gavé, parce qu'on achète du pétrole russe à rabais. Comme les Russes sont boycottés, ils nous font un discount, hein, un bon prix, comme les Chinois aussi, ils achètent au rabais. Et tout ce monde, mais aussi les Turcs, les Azéris, les Turkmènes, tous ces pays qui ne sont pas trop scrupuleux sur les sanctions et qui s'en fichent et qui voient même une opportunité dans les sanctions, eh bien, l'Inde et la Chine, mais aussi d'autres, ils nous revendent, et les Turcs, les Azéris, ils nous revendent, parce qu'il y a aussi des gazoducs, vous savez, qui sont communs. Pour parler du gaz cette fois-ci, on a parfois du gaz par gazoduc, contrairement au gaz par bateau, hein, c'est des contrats plus longs, c'est moins cher, c'est plus écologique. Donc les gazoducs, c'est important. Certains ont un gazoduc commun pour plusieurs pays. Allez réussir à trouver la trace du pétrole ou du gaz russe quand il est par gazoduc et que des gazoducs sont communs à plusieurs pays. Donc parce que les sanctions sont contournées, parce que les sanctions sont complètement bafouées et parce qu'elles sont incohérentes, un exemple d'incohérence, le gaz russe qu'on appelle acheté sur le marché spot, c'est-à-dire qui arrive par bateau, on le liquéfie et on le regazifie, il faut des terminaux spéciaux. Donc ce gaz naturel qui arrive par bateau, qui s'achète au marché spot, c'est des contrats à court terme très souvent, il est beaucoup plus cher que le gaz par gazoduc. Eh bien, figurez-vous que les sanctions ont inclus dans les sanctions le gaz pas cher, contrat à long terme et très écologique par gazoduc, d'où la destruction de Nord Stream 1 et 2. Par contre, le gaz russe, qui est cher parce qu'il est sur le marché spot, il arrive par les terminaux et par les bateaux, celui-là n'est pas sous sanction. Donc les sanctions sont complètement débiles, parce qu'en fait, ou plutôt, elles ont une grande rationalité. Les sanctions ont privé les Européens du gaz russe écologique et moins cher par gazoduc, mais elles ont continué à laisser légalement importer massivement, augmentation de 43% en 2023, le gaz russe spot par bateau, qui lui est sur le prix global du marché qui est élevé, qui donc concurrence moins le gaz de schiste américain. Ce gaz-là russe, il est tout à fait légalement importé. Donc les sanctions sont incohérentes, globalement contournées et ne sont même pas appliquées de manière générale. Globalement, elles n'ont fait que renchérir l'industrie, le coût de l'énergie pour l'industrie européenne, qui délocalise massivement, savez-vous où? Non pas uniquement en Chine, dont on n'a pas réussi à empêcher les délocalisations, mais aux États-Unis.
on a des boîtes américaines comme BSF, etc., qui veulent s'implanter aux États-Unis. Donc l'Amérique est en train de faire main basse sur l'industrie européenne grâce au fait que cette guerre que l'Amérique a quand même, là, avec les Anglais, ont largement contribué à réaliser ou n'ont pas empêché. Et je ne dis pas que c'est eux qui l'ont provoqué, parce qu'il y a quand même des raisons russes, mais cette guerre que l'Amérique n'a surtout pas empêchée et qu'elle a même largement essayé de provoquer en mettant des pots de banane un peu partout, comme les Anglais, eh bien, ça permet à l'Amérique de faire main basse sur l'industrie européenne. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on arrive à la fin du miracle industriel allemand. Les Allemands avaient un miracle industriel permis par l'énergie russe à bon marché, les délocalisations en Chine et l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, il ne reste que l'Europe de l'Est. Les deux autres facteurs sont en train de diminuer parce que la Chine est obligée, sur certains segments stratégiques, de lâcher le marché, enfin les délocalisations en Chine, et les énergies sont trop chères. Donc c'est jackpot pour la Chine, c'est jackpot pour l'Inde, c'est jackpot pour la Turquie, qui est un grand lieu de contournement, c'est jackpot pour les Émirats arabes unis, qui accueillent les oligarques, c'est même jackpot pour l'économie russe. Je viens d'apprendre que, par des études de la Banque mondiale, qu'en fait, les oligarques ne sont pas tous allés aux Émirats ou en Turquie. Une grande partie des oligarques ont été obligés de revenir en Russie, parce que c'est le seul endroit où ils n'étaient pas victimes de russophobie, même des oligarques qui n'avaient rien à voir avec, qui n'étaient pas pour la guerre. Et en fait, la Russie a repris plein de milliards qui étaient en Suisse et en Europe, qui reviennent en Russie. Donc la chasse aux oligarques que nous croyons être une super solution pour faire plier Poutine, parce que nous, on est désinformés, on croit en Occident que Poutine, c'est l'homme des oligarques. Non, Poutine, il met les oligarques en tôle. Et quand ils sont très, très obéissants, il les épargne, mais ils sont constamment sur la sellette, parce que les oligarques, souvent, sont pro-occidentaux, aiment l'Occident, ils ne sont pas pour un régime de plus en plus autoritaire. Donc les sanctions ont fait fuir, y compris des oligarques, comme Friedman, comme d'autres sur lesquels j'ai travaillé. Beaucoup d'oligarques, y compris opposés à la guerre en Ukraine, reviennent en Russie parce qu'il n'y a plus d'état de droit pour eux justement appliqué en Europe, puisqu'on a des sanctions, et j'ai travaillé sur certains cas d'oligarques qui frappent des gens dont les tribunaux allemands ou le tribunal de l'Union européenne ont reconnu que ces sanctions étaient illégitimes, parce que vous savez sur quoi s'appuient parfois certaines sanctions sur des riches russes? Des articles de presse qui disent un tel est russe, c'est un pourri, il a une villa sur la Côte d'Azur. Et donc il y a eu pas mal de procès, et certains tribunaux pas du tout achetables, y compris le tribunal de l'Union européenne, a reconnu que certaines sanctions sur des citoyens russes étaient absolument infondées uniquement sur des articles de presse. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va rendre plus pro-russes des oligarques qui étaient plutôt pro-occidentaux. Et ça va rapatrier des fonds russes investis en Europe, ceux qui n'ont pas été congelés, eh bien les types, avant qu'on leur prenne tout, donc ça va relancer l'économie russe. Donc on pourrait en parler pendant des heures, mais les sanctions sont d'un niveau ubuesque et de stupidité, et surtout de contre-effet. L'effet, c'est ruiner l'industrie européenne et relancer l'industrie des empires concurrents. Alors, la presse a quand même pas mal parlé de l'influence iranienne à Gaza, notamment c'est un coup des Iraniens, c'est un coup des services iraniens, c'est un coup des brigades El-Quds, des passes d'Aran, etc. Ce qui était en partie vrai, en partie faux, c'est en partie vrai parce que Yahya Sinwar, le chef opérationnel de Gaza, du Hamas au Gaza, donc ce n'est pas les chefs basés au Qatar, il a lui-même été nommé par l'Iran, hein, c'était un homme de l'Iran. On sait qu'au niveau des militaires, enfin des terroristes militaires, de ceux qui sont opérationnels au niveau guerrier, il y a pas mal d'hommes de l'Iran à l'intérieur du Hamas. Par contre, au niveau des chefs politiques, ils sont plus liés au Qatar. Donc, on a beaucoup parlé de l'Iran quand il y a eu le 7 octobre et la riposte israélienne au tout début, parce que l'Occident est tout de même gêné que les chefs du Hamas appellent à tuer les Juifs et les chrétiens, y compris les chrétiens, leurs complices, depuis le Qatar, quand même pays qui a une base américaine. C'est le pays clé des démocrates américains depuis Obama, c'est le pays qui a aidé à faire la révolution arabe, le printemps arabe, c'est le pays sur lequel stratégiquement l'Amérique s'appuie le plus, elle a sa plus grande base américaine, nous c'est plutôt les Émirats, qui sont un pays beaucoup plus fréquentable, parce que les Émirats luttent contre les frères musulmans, tandis que le Qatar est le parrain des frères musulmans. Donc on a quand même parlé de l'Iran, mais c'est vrai, là on en parle un peu moins ces jours-ci. L'Iran a un rôle, mais à mon avis, qui est exagéré. Il a un rôle extrêmement important. L'Iran, par contre, ce qui n'est pas dit dans la presse, à mon avis, n'a aucun intérêt à ce que ses proxys soient détruits avant qu'il y ait une grande guerre Iran-Israël. Je m'explique. Il va y avoir une grande guerre Israël
Iran, enfin, où il est probable qu'il y ait une guerre Israël-Iran majeure, bien plus que les petites bombettes qu'on a vues l'autre jour, vous savez, en avril. Mais ça dépend si l'Iran a déjà le matériel nucléaire qu'elle peut installer sur des ogives, qu'elle peut mettre sur des missiles. Si l'Iran a déjà non seulement le feu nucléaire, mais la capacité de les projeter aujourd'hui, il n'est même pas sûr qu'il y ait une guerre Iran-Israël, puisque c'est déjà trop tard. Par contre, s'il est vrai, comme le disent les Israéliens, que l'Iran est un pays du seuil, qu'il a déjà la capacité de raffiner à 90%, ça c'est presque acquis, mais qu'il n'a pas encore mis au point l'installation du feu nucléaire sur des ogives et ensuite sur des missiles de longue portée, Israël a encore une fenêtre de tir pour attaquer l'Iran avant que l'Iran puisse avoir une sanctuarisation grâce au nucléaire militaire. Dans ce cas, si l'Iran risque une attaque israélienne majeure sur ses missiles et sur ses installations nucléaires, l'Iran n'a aucun intérêt à ce que le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza soient éradiqués, puisque ça lui servirait pour avoir 5 fronts. S'il y a une guerre Israël-Iran, l'Iran a intérêt à ce que non seulement elle ait un front Israël-Iran, mais qu'elle ait aussi le front irakien, avec les missiles chiites d'Irak, le front des Houthis au Yémen, le front intérieur en Cisjordanie qui grandit. De plus en plus, il y a des partisans du Hamas en Cisjordanie, voire même d'Al-Qaïda ou de Daesh, et le front du Hamas à Gaza, en plus du front libanais. Donc, l'Iran n'a aucun intérêt à donner un prétexte à Israël pour éradiquer le Hamas, ce qu'Israël est en train de faire en finissant le travail à Rafah, malgré toutes les pressions internationales. C'est pour ça que je pense que l'Iran avait voulu quelque chose pour marquer le coup, pour empêcher les accords d'Abraham, pour faire capoter le rapprochement pays sunnite avec Israël, certes, et c'était encore plus l'intérêt du Hamas et des Palestiniens qui avaient été les grands oubliés des accords d'Abraham, mais l'Iran n'avait pas intérêt à ce que le carnage soit si incontrôlé que ça donne un prétexte moral à Israël pour aller jusqu'au bout de l'éradication et du Hamas et du Hezbollah. Vous avez vu la nouveauté ces derniers jours, nous sommes début juin, et bien ces derniers jours, on voit qu'Israël commence à attaquer massivement le Hezbollah, et je l'avais prédit, enfin pas prédit, je l'avais annoncé, mais c'était évident, Israël ne se contenterait pas d'éradiquer le Hamas, elle va essayer au moins de faire reculer de 30 km, comme le prévoyaient les accords de 2006 à la fin de la guerre des 33 jours entre le Hezbollah et Israël. Il était question que le Hezbollah recule de 30 km, un petit peu comme les Russes qui voulaient une zone tampon en Ukraine pour pas que les missiles de l'ennemi soient trop près. Un pays veut toujours avoir une zone tampon entre lui et son ennemi, ce qui est logique. Plus il est loin, moins il peut actionner des missiles de précision, plus c'est compliqué pour lui. Et ça n'avait pas été appliqué, c'était l'un des accords pour revenir à la paix après 2006. Israël revendique ce recul des avant-postes du Hezbollah. Le Hezbollah ne veut pas, donc ça va se traduire par une guerre qui va au minimum faire reculer de 30 à 50 km les missiles, les roquettes du Hezbollah vers l'intérieur du Liban. Et aujourd'hui, contrairement en 2006, comme le Hezbollah est membre à part entière du gouvernement libanais, de manière directe et indirecte, et il a plein d'élus, etc., eh bien aujourd'hui Israël dit, avant on distinguait Liban et Hezbollah, aujourd'hui le Hezbollah c'est le Liban. Et le Liban est responsable de ce que fait le Hezbollah. Si le Liban ne se distingue pas des milices du Hezbollah, nous considérons le Hezbollah comme membre de l'armée, comme de facto de l'armée libanaise. C'est pour ça qu'il se profile une guerre de haute intensité entre Israël et le Liban, au minimum le Hezbollah, mais ce n'est pas du tout une guerre régionale. On y verra, on reviendra par la suite sur ce point. Alors j'aime beaucoup votre question parce que, et je précise au début, je n'ai aucune forme de mépris pour la cause palestinienne, et bien entendu, il faut avoir de l'empathie pour ce peuple qui souffre. Je le dis parce qu'après on va dire oui, il s'en fout des Palestiniens, pas du tout. Mais si on est vraiment, je le dis à mes élèves, si vous raisonnez de manière objective, vous mettez vos idées de côté et l'espace d'un instant, vous raisonnez comme on fait en géopolitique, c'est-à-dire froidement. Mais je pourrais dire la même chose, on pourrait me dire, mais vous n'êtes pas palestinien, vous vous en foutez, vous êtes plutôt pro-chrétien du Liban. Mais parfois, quand j'analyse ce qui se passe au Liban, j'essaie de mettre de côté mon émotion pro-chrétienne du Liban et de raisonner froidement. Aucune démarche politique n'est possible si on ne fait pas ça. Eh bien, à l'échelle du monde, par rapport à ce qui se passe au Sri Lanka, par rapport à ce qu'il se passe en Chine,
avec les drames des minorités, ou en Birmanie, ou, alors là, encore plus, au Soudan. Sur 30 ans, le Soudan, il y a eu à peu près 2 millions de morts. On a tout le temps parlé du Darfour, parce que c'était des musulmans noirs. Et moi, j'étais conseiller d'un des chefs rebelles du Darfour, donc j'ai aucun mépris pour cette cause. Mais le Darfour, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu encore plus de morts chez les chrétiens du Sud-Soudan, à peu près 1 million. On n'en a pas du tout parlé. On pourrait parler du Congo, que vous, en tant qu'éditeur, vous connaissez très bien, puisque vous avez quelqu'un qui est spécialiste de cela. Au Congo, c'est à peu près entre 20 et 30 millions de morts depuis une quarantaine d'années. C'est un des plus grands carnages du 21e et du 20e siècle, parce que c'est sur les 2 siècles. Personne ne parle du Congo. C'est devenu normal. En fait, au Congo, ça nous fait penser au film avec DiCaprio, avec le slogan « C'est l'Afrique ». Finalement, en Afrique, c'est normal que tout le monde se massacre à coups de hachettes. Finalement, c'est pas des obus, donc comme c'est des hachettes, ça passe comme c'est un phénomène premier. Hein, c'est les peuples premiers. Quel mépris! Moi, je pense que c'est du racisme. Franchement, je suis pas du tout wokiste ni un antiraciste obsessionnel, mais ce mépris envers les morts noirs. Finalement, c'est jamais très grave quand des Noirs meurent en masse par millions. C'est des Noirs, c'est des peuples premiers, ils s'entretuent à la hache, c'est la guerre du feu. C'est un peu ça qu'il y a dans la mentalité. Par contre, quand même, quand des gens qui ont des beaux immeubles, Internet et des villes avec de l'eau potable, etc., en Ukraine ou en Serbie, quand il y a des morts en Bosnie, au Kosovo ou en Ukraine, là, c'est beaucoup plus grave, c'est les Blancs. Finalement, il est là le vrai racisme. Le vrai racisme de l'Occident, il est dans le fait que finalement, un mort blanc, c'est un peu comme Tarzan. Hein, vous vous rappelez le film Tarzan? Il y avait 15 Noirs ou 150 Noirs qui mouraient pour un Blanc, qui mouraient pas vraiment d'ailleurs, parce que c'est des Noirs, c'est normal qu'ils meurent en masse. Hein, c'était des serviteurs en gros ou des peuples premiers. Et ça, malheureusement, c'est le vrai racisme de l'Occident que l'on peut remettre en parallèle aussi avec le racisme qui est le pro-islamisme. Moi, je pense que quand on offre nos sociétés aux islamistes et quand on veut donner en pâture nos migrants et nos descendants, même lointains de migrants musulmans qui sont devenus des citoyens français, quand on les donne sur un plateau d'argent à des islamistes, c'est du mépris. C'est en gros, pour eux, Voltaire, c'est pas utile. Pour eux, ce qui compte, c'est les djellabas et vivre selon la charia du 7e siècle. C'est un mépris incroyable d'un point de vue. En gros, la civilisation rationnelle, l'état rationnel, l'esprit critique, l'individu, la personne humaine, c'est nous. Eux, c'est le collectif enveloppant des peuples, je dirais, premiers ou antiques, où l'individu ne comptait pas. Et donc, pour revenir à notre sujet, pourquoi tant de médiatisation de la cause palestinienne? Pas parce qu'elle n'existe pas, cette souffrance. Elle existe, mais elle est en intensité. C'est beaucoup moins que le Niger, le Nigeria, le Mali, même la Côte d'Ivoire, où il y a eu des carnages. Bien entendu, le Mozambique. Personne ne parle en ce moment d'un pays encore à majorité chrétienne, le Mozambique, où chaque jour, depuis 4-5 ans, une branche locale de Daesh qui s'appelle Shebab, comme les Somaliens, mais ce n'est pas le même groupe, les Somaliens sont Al-Qaïda, les Shebab en Mozambique sont Daesh. Chaque jour, on a des villages où entre 10 et 70 ou 100 personnes sont décapitées. Chaque jour, des villages sont régulièrement pris d'assaut, il y a des razzias, des prises d'esclaves, esclaves sexuels ou enfants futurs esclaves qu'on va revendre, ou massacre des hommes majeurs, décapitation en masse, une barbarie inouïe qui n'a d'égal que ce qu'on a vu au Mali ou en Somalie. Personne n'en parle. Donc, Gaza, c'est grave ce qui se passe, mais ce qu'on oublie, c'est que Gaza, c'est pas du tout un pays qui est uniquement sous embargo israélien. Le pire embargo à Gaza, ça a été l'Égypte. L'Égypte, contrairement à Netanyahou qui avait fait un accord avec le Qatar et Gaza pour que les Gazaouites puissent travailler en Israël, ce qui leur a permis d'ailleurs de préparer l'attentat du 7 octobre, l'Égypte ne voulait aucun passage, à part les tunnels illégaux, mais l'Égypte faisait un embargo encore plus dur que l'embargo israélien sur les Palestiniens. Donc il y a en fait une cause palestinienne que l'on connaît assez mal, un statut de Gaza que l'on connaît assez mal. Gaza a été libéré de l'armée israélienne en 2005, s'est retiré de Gaza, et les colons ont été interdits à Gaza par M. Sharon, pourtant la droite israélienne du Likoud, donc le même parti que Netanyahou. Et en fait, Gaza était libre, beaucoup plus que les Cisjordaniens qui étaient colonisés par plein d'implantations illégales. Et pourtant, c'est Gaza qui a agressé Israël, alors que c'est Gaza
qui a créé les conditions de son propre embargo. Quand Gaza a été libéré de l'armée israélienne en 2005, et ensuite ils se sont battus avec leurs rivaux de l'autorité palestinienne, et ils ont fait une espèce d'État différent du reste de l'embryon d'État palestinien, c'est eux qui ont harcelé Israël avec des attaques et des prises d'otages, ce qui a poussé Israël à faire un blocus. Mais ce n'était pas le cas au début. Gaza pourrait avoir une relative tranquillité, d'autant que Gaza reçoit des milliards de l'Union européenne, de l'Amérique, de la diaspora musulmane du monde, des frères musulmans, du Qatar. Donc en fait, il ne manque pas d'argent ni en Cisjordanie ni à Gaza. Il y a une inégalité, il y a un manque de souveraineté, il y a une colonisation en Cisjordanie, il y a aussi un blocus terrible, je reconnais, sur Gaza, mais c'est le Hamas qui a créé les conditions de ce blocus. Donc, pour faire oublier tout ça, eh bien, on reprend les vieilles rengaines du colonialisme sioniste et du juif qui est solidaire d'Israël. Donc, en gros, tous les juifs sont fascistes, tous les juifs sont parce qu'ils sont sionistes et parce que le sionisme est un nouveau fascisme colonial. Pourquoi pas, les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais c'est en fait quelque chose, c'est une cause qui est récupérée par les antisémites du monde entier. Je ne dis pas que tous les pro-palestiniens sont antisémites, mais les antisémites adorent surévaluer la cause de Gaza parce que ça leur permet de déverser leur antisémitisme de manière légitime au nom de l'anticolonialisme que serait le sionisme. Ensuite, ça plaît aux islamistes. Les islamistes ont essayé de dénationaliser la cause palestinienne depuis l'intifada El-Aqsa de 2000, la fameuse intifada El-Aqsa, où Barghouti, déjà, la tendance la plus islamique de l'OLP, avait voulu faire cette intifada qui s'appelait El-Aqsa parce que El-Aqsa, c'est la mosquée. C'est comme El-Quds, hein, El-Quds, ça veut dire la sacrée en arabe, et El-Aqsa, c'est la mosquée lointaine, qui serait soi-disant le troisième lieu saint de l'islam. Donc il y a eu une islamisation de la cause palestinienne qui explique la médiatisation. Plus on islamise la cause palestinienne, moins elle est réduite à un nationalisme arabe palestinien, plus elle devient la cause de 1,3 milliard ou 1,6 milliard musulmans. Donc ça explique cette médiatisation. Deuxièmement, l'extrême gauche, depuis qu'il y a eu la fin de la guerre du Vietnam, pour nos auditeurs, c'est très important parce que c'est historique. À l'époque du Vietnam, il y avait plein de comités Vietnam partout que les communistes utilisaient pour recruter, pour faire de la médiatisation. C'était la cause des opprimés par excellence. Quand il y a eu la fin de la guerre du Vietnam, et le Vietnam s'est libéré de tout ce qui était droite occidentale et est devenu un pays communiste, elle était d'évaluer cette cause. Donc, et là, c'est historique, des comités Vietnam, du jour au lendemain, sont devenus comités Palestine. Et donc, on a eu cette URSS qui était habile. Pour nos auditeurs, rappelons-le, le premier pays qui a reconnu Israël, sioniste, c'était l'URSS. Mais l'URSS s'est rendu compte que ça la mettait en porte-à-faux avec le tiers-monde. Donc depuis, la gauche trotskiste, comme la gauche léniniste ou soviétique ou tchéguévariste ou cubaine, toute la gauche extrême mondiale a pris la cause palestinienne comme la cause des causes, qui ne sert surtout pas à aller se battre pour les Palestiniens ou à les aider, mais une cause en elle-même, une cause mobilisatrice purement rhétorique. Donc, par l'islamisation de la cause palestinienne, par la réactivation du tiers-mondisme depuis quelques années avec le mélenchonisme un peu partout, et Podemos en Espagne, le guévarisme, le néo-guévarisme avec le Venezuela, Maduro, etc. Et aussi cette guerre en Ukraine qui recrée une sorte de guerre froide avec du côté de la Russie tous les opprimés du tiers-monde, pratiquement tous pro-palestiniens, et du côté de l'Amérique, les méchants sionistes qui persécutent les Palestiniens. Si vous voulez, le contexte actuel, l'islamisation de la cause palestinienne, le fait que c'est une cause qui permet de cacher l'antisémitisme et de se défouler pour les uns et les autres, le fait que c'est la cause du tiers-monde par excellence, bien, tout cela fait qu'on parle de la Palestine 10 fois plus que d'autres causes du tiers-monde. Rien que la cause, moi je le dis à mes amis algériens, vous défilez pour la Palestine, mais vos islamistes ont massacré 150 000 Algériens, et aussi votre État profond, qui parfois a activé des milices comme ceux qui ont tué les moines de Tibérine, il faudra peut-être s'occuper de son pays. La guerre civile en Algérie, ça a été un carnage horrible. Aujourd'hui, la Tunisie, j'étais en Tunisie il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, la Tunisie va très 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 mal. Et le président tunisien, pourtant, est un ennemi des frères musulmans. Et pourquoi il célèbre le Hamas? Pour dévier l'attention sur la corruption, la mauvaise gestion, etc. Et pratiquement tous les pays d'Afrique et du monde arabe font pareil, ils sont presque tous anti-frères musulmans. Ça veut dire quoi? Qu'ils détestent le Hamas. Mais ils font croire qu'ils soutiennent cette cause du Hamas. Même l'Égypte a été obligée de ne pas trop condamner. Le seul pays qui a condamné l'action barbare du Hamas, ça a été les Émirats, parce qu'ils sont très nets
très clair là-dessus. Mais en gros, il y a une immense hypocrisie. La plupart des pays arabes sunnites détestent le Hamas parce que tous les pays arabes sunnites ont un problème avec les frères musulmans, y compris la Syrie de Bachar al-Assad, qui pourtant est allié de l'Iran et qui a accueilli le Hamas jusqu'à 2012. Mais ensuite, le Hamas s'était mis du côté des rebelles anti-Bachar. Donc même Bachar a eu un contentieux avec le Hamas. Tous les pays arabes sunnites ou même pas sunnites, ont un problème avec le Hamas, sauf les milices irakiennes et les Houthis en Yémen, et les milices irakiennes pro-iraniennes en Irak. C'est tout. Tout le reste du monde arabe a une peur bleue du Hamas, parce que le Hamas, quand vous les accueillez chez vous, ils font la propagande des révolutions arabes, ils font la propagande des frères musulmans, et ils font la propagande du djihadisme. Ça veut dire que ça devient un ennemi intérieur qui risque de donner des idées à l'opposition. En Tunisie, en Algérie et bien sûr en Syrie, en Égypte surtout, il y a une peur bleue de tout ce qui ressemble aux frères musulmans. Et le Hamas, c'est les frères musulmans. Donc il y a une immense hypocrisie. On parle énormément de cette cause. Tout le monde croit que c'est la cause des Arabes et des Sunnites et des Palestiniens et du nationalisme arabe et de tous les islamistes du monde entier, alors que personne ne fait rien pour cette cause. Personne, et la plupart des pays arabes n'attendent qu'un prétexte, une fois que l'attention sera retombée, parce que vous savez, la médiatisation, c'est une question de flash comme celui-ci. Quand on met les projecteurs sur quelque chose, on en parle et on a l'impression que ça existe. Dès qu'on met le projecteur sur autre chose, celui qui n'a plus le projecteur n'existe plus. C'est ça, en fait, l'illusion de la réalité médiatique et virtuelle. Il restera du Hamas politique. Ce sera un parti politique pour la partie légale et ce sera des résistants souterrains dans le maquis pour les autres, mais le gros opérationnel sera hors de service, hors d'état de nuire, et il y a déjà un plan qui a été concocté par Mohamed Dahlan, un Gazaouite qui habite aux Émirats, qui est conseiller de l'homme fort des Émirats, Mohamed Dahlan, que j'ai rencontré 2 fois, qui est un ancien prisonnier d'Israël, donc c'est pas non plus un agent israélien, mais en sortant de prison, il s'est rendu compte que l'Israël était trop fort pour qu'on puisse se permettre de faire une guerre, même asymétrique, terroriste contre lui, qu'il fallait renoncer au terrorisme, vraiment, mais vraiment, en disant aux Israéliens, on ne vous croit pas quand vous dites que vous voulez la paix et que c'est le terrorisme qui vous empêche de la faire, donc on va vous prendre au mot, on va déblayer le camp palestinien de tous ces terroristes et ces forces terroristes, et ensuite vous n'aurez plus de choix que de faire la paix avec nous dans une véritable reconnaissance d'un État palestinien à souveraineté relativement limitée. Alors ça peut choquer les puristes, certes, mais Mohamed Dahlan est un réaliste. Il préfère un État palestinien à souveraineté réduite, où il y a quand même de la prospérité, des gens qui peuvent travailler, avoir des perspectives pour l'avenir, plutôt qu'un djihad land, ce que veut le Hamas, qui est le profil du futur, puisque le Hamas a perdu le contrôle de Gaza, puisque Israël est en train d'éliminer le Hamas, et ce n'est que la communauté internationale qui l'empêche de terminer le travail. Israël peut parfaitement détruire le Hamas aujourd'hui, mais ce qu'a gagné le Hamas, par contre, c'est la Cisjordanie. Le Hamas a perdu des territoires à Gaza, mais il a gagné 9 fois plus de territoires en Cisjordanie, qui est un beaucoup plus gros morceau, puisqu'en Jordanie, aujourd'hui, le Hamas apparaît comme le seul héros capable de lutter contre le sionisme maléfique, avec toute cette fanatisation dans le monde arabe qui mélange antisémitisme, anticolonialisme. Et du coup, le calcul du Hamas, c'est effectivement d'accepter de perdre à Gaza, mais de gagner un jour les élections en Cisjordanie, d'où le plan politique qui sera beaucoup plus important que le volet militaire. Les Israéliens y travaillent avec les Émiratis, mais aussi avec le Qatar et les Américains et les Égyptiens. Ce sera un plan politique inclusif où on va retrouver une nouvelle gouvernance pour tout le peuple palestinien, avec des leaders, pas forcément des collabos d'Israël, ça c'est caricatural, mais des leaders pragmatiques qui veulent qu'on arrête le massacre avec du donnant-donnant. Et ça, je ne pense pas que ça soit impossible. Tout le monde dit c'est un bourbier, Israël s'en remettra jamais, Netanyahou sera condamné dans les tribunaux internationaux. Je pense que tout ça, c'est de la communication. On y verra plus clair quand le Hamas sera totalement détruit. Dans quelques semaines, on va passer au plan politique. Et il y a des plans, y compris avec Mohamed Dahlan et les Émirats, qui sont beaucoup plus discrets que le Qatar, mais qui ont la capacité de mettre l'argent nécessaire pour acheter la paix. Parce que la plupart des peuples, ils veulent surtout de la prospérité. Il faut savoir que le peuple de Gaza a été sous le joug d'une dictature djihadiste qui manipule les enfants. Vous savez que certains enfants apprennent à faire des défilés avec des bombes explosives avant de savoir parler. Ils savent marcher, ils défilent avec des ceintures explosives fictives, mais ils ne savent pas encore parler. Donc,
Quand on nous dit des innocents sont bombardés par Israël qui massacrent des femmes et des enfants, 34 000 morts, disent les uns, 30 000 disent les autres, la moitié au moins c'est des militants du Hamas terroristes et des complices des terroristes, des gens qui mettent des bombes, des soldats. Alors c'est horrible pour l'autre moitié ou un peu plus que l'autre moitié, mais malheureusement, quand un mouvement terroriste est systématiquement en train de lancer des missiles sur son voisin et qu'il cache ces terroristes et ces missiles dans des hôpitaux, des écoles et des immeubles de civils, malheureusement, c'est comme la Seconde Guerre mondiale avec Dresde. Je ne dis pas que je suis d'accord, je ne dis pas que c'est bien ce qu'a fait Israël. Je dis que du point de vue israélien, même si la gauche était au pouvoir en Israël, comment se débarrasser d'un ennemi terroriste qui a pour but le chaos, c'est pas moi qui le dis, c'est Yahya Sinwar, le chef de Hamas à Gaza, il a dit « Nous avons voulu créer un état de chaos et de guerre permanente avec le 7 octobre, par cette opération djihadiste, pour provoquer l'ennemi israélien afin que les représailles sur les civils provoquent une prise de conscience de la cause palestinienne. » Donc c'est réussi d'un point de vue de com, mais c'est d'un cynisme inouï. En gros, ça veut dire j'envoie mes enfants et mes petits-enfants se faire massacrer pour faire reparler de la cause palestinienne, dont on reparlera forcément puisqu'il y aura un carnage. Mais le carnage a été initialement souhaité par le Hamas. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas d'empathie pour le peuple palestinien et pour les habitants de Gaza. Je pense que c'est les premières victimes. Ils sont sous le joug d'un État qui en fait une population en gros de bombes humaines. Et il faut les débarrasser de cette gouvernance. Et là, je conclus. Le plan des Israéliens, c'est justement de remplacer la gouvernance Hamas, qui malheureusement était financée, c'est la grande erreur de Netanyahou, légalement par le Qatar et pas que par l'Iran, la remplacer par une gouvernance locale qui existe, les Bédouins en Palestine, mais les notables à Gaza, les vieilles familles de notables et les anciens de l'OLP et du Fatah, qui ont été éliminés par le Hamas à Gaza, souhaiteraient reprendre du service. Alors, ils ne pourront reprendre du service que s'ils n'ont pas l'air d'être des collabos. Donc, le plan de paix va devoir être fait de manière très intelligente pour que ce ne soit pas les Israéliens qui imposent des nouveaux leaders, mais que ce soit le Qatar avec les Émirats et l'Égypte et les Américains. Et là, on a peut-être une solution de paix en perspective. Et vous verrez, quand on aura les vrais chiffres, ce n'est pas un génocide, c'est un massacre que malheureusement l'armée israélienne a commis parce que les terroristes se cachent chez les civils, mais ce n'est pas le plus grand massacre du XXIe siècle. Le Congo est quelque chose de monstrueusement plus horrible, mais personne n'en parle parce qu'encore une fois, en gros, un Gazaoui, il vaut 1000 Congolais.